Bonjour. Donc, effectivement, c'est un exposé qu'on va faire à deux voix. Moi, je suis Alain Livartowski, je travaille à l'Institut Curie, je suis médecin et plutôt spécialisé dans les cancers pulmonaires. Et puis, je vais en fait faire l'introduction à l'exposé de Fanny Orlac, qui est chercheur en imagerie médicale et en intelligence artificielle. Et donc, on a un projet commun et c'est un peu l'introduction de ce projet qu'on va vous présenter. Alors, tout d'abord, un rappel très rapide sur ce qu'est le cancer du poumon. Donc, le cancer du poumon, c'est d'abord une maladie qui est fréquente, puisque on considère qu'il y a à peu près chaque année 50 000 nouveaux cas de cancer du poumon, ce qui fait à peu près un diagnostic toutes les 10 minutes. Il y a environ 30 000 décès par cancer du poumon. C'est vous dire si on a des progrès à faire dans ce domaine, tout en disant que ces dernières années, des progrès tout à fait considérables ont été réalisés, notamment avec les thérapies ciblées et l'immunothérapie, je vais y revenir. Le tabagisme, malgré toutes les campagnes qui ont été faites, l'augmentation du prix du tabac reste à des niveaux très très élevés et c'est le principal facteur de risque du cancer du poumon. Et un des problèmes qu'on a, cancérologue, c'est que le diagnostic est souvent très tardif, à un stade avancé, et qui pose bien sûr énormément de problèmes, essentiellement sur le plan thérapeutique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cancer du poumon, ce n'est pas une maladie, mais c'est une multitude de maladies orphelines. Alors, évidemment, ça dépend de la localisation, ça dépend du type histologique, mais ça dépend surtout des anomalies qu'on sait diagnostiquer maintenant en termes de biologie moléculaire. Et sur cette diapositive, vous voyez qu'un type particulier de cancer du poumon qu'on appelle l'adénocarcinome, qui correspond à peu près à 40% des cas de cancer du poumon. En fait, quand on regarde les mutations ou les réarrangements au niveau des gènes, vous voyez que la répartition est à peu près, enfin, chez les patients, chez l'ensemble des patients, c'est sur la figure de gauche, c'est l'ensemble des patients, et vous voyez que la répartition chez les patients qui n'ont jamais fumé est très différente. Mais si on prend, à titre d'exemple, une mutation tout à fait particulière du gène qui code pour la protéine de l'EGFR, ça correspond grosso modo à peu près à 10% des patients, c'est-à-dire 50 000 patients, 40% d'adénocarcinome, ce qui fait à peu près 20 000, 10%, ça doit faire à peu près 2 000, ça c'est des mathématiques assez simples. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 1000 cas nouveaux de patients qui présentent une mutation de l'EGFR, mais si vous descendez aux patients qui ont par exemple des anomalies au niveau du gène HER2, donc des mutations du gène HER2, c'est 1%, donc ça fait à peu près 200 cas par an en France. Donc c'est la maladie, le cancer du poumon n'est pas une maladie, mais une multitude de maladies. Et pourquoi c'est très important en matière de recherche en intelligence artificielle? C'est parce que ces maladies n'ont pas la même présentation clinique, n'ont pas le même pronostic et bien sûr n'ont pas du tout le même traitement. Vous ne donnez pas du tout les mêmes médicaments à quelqu'un qui a une mutation de GFR ou quelqu'un qui a une mutation des gènes KRAS. Et donc, en matière d'intelligence artificielle, il ne faut absolument pas confondre tous ces cancers du poumon, parce que si on mélange tous ces cancers du poumon, c'est en gros, si on met dans la machine des images de patients qui n'ont strictement rien à voir, évidemment, les résultats ne vont pas être probants en termes de pronostic, enfin de mesures pronostiques, par exemple. Dans le cancer du poumon, c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres pathologies, mais particulièrement dans le cancer du poumon, l'imagerie occupe une place absolument considérable. On ne fait pas de diagnostic de cancer du poumon avec les stéthoscopes, donc on ne tient compte que de l'imagerie médicale, à la fois l'imagerie pathologique, ce qui apparaît en bas, c'est ça qui donne le diagnostic de certitude, et surtout toute l'imagerie radiologique. Vous voyez ici sur une image de cancer du poumon sur une radio pulmonaire standard, qu'on voit bien parce que la tumeur est relativement volumineuse. Vous avez la même image au niveau d'un scanner thoracique. Ici, c'est une IRM du cerveau. Vous voyez des localisations cérébelleuses et cérébrales, mais je crois qu'elles sont trop petites pour les voir au niveau d'une IRM cérébrale. Et puis, un TEP scanner qui montre des localisations multiples, à la fois au niveau pulmonaire. Donc ça, c'est une image de tumeur pulmonaire qui fixe. Et puis, vous voyez des ganglions ici au niveau susclaviculaire, ainsi qu'une métastase osseuse. Donc, vous voyez que l'imagerie permet à la fois de faire du diagnostic et de regarder l'étendue des lésions. Il faut appuyer dans le bon sens. Ah oui, alors,
pourquoi j'ai mis cette diapositive? Parce qu'en fait, c'est une façon assez simple d'expliquer à la fois ce que c'est que la médecine et l'intelligence artificielle sur la même diapositive, ce qui permet de gagner du temps. En imagerie médicale, alors pas en radiologie, parce qu'il y a des radiologues, disons en anatomopathologie, quand vous apprenez ce que c'est qu'un type de cancer, en fait, vous dites à l'étudiant en médecine, voilà, un cancer de tel type, ben, ça a une bosse ou ça a deux bosses, et donc des générations d'étudiants en médecine apprennent ce que c'est qu'une tumeur à une bosse ou une tumeur à deux bosses. Il y a même des moyens mémotechniques, donc chat, mot, deux syllabes, donc chameau, deux bosses, donc ça c'est un chameau. Au début c'est comme ça que vous apprenez, et puis quand vous avez vu des images et des images de chameaux et de dromadaires, à la fin vous n'avez plus besoin de compter les bosses, vous voyez l'image et vous dites c'est un chameau ou c'est une dromadaire, vous dites c'est une tumeur ou c'est pas une tumeur, et en fait donc 9 fois sur 10, quand un radiologue ou un anatomopathologuiste voit une image, il peut dire automatiquement, assez facilement, si c'est une tumeur ou si c'est une tumeur bénigne. C'est comme ça qu'on apprend la médecine au début. L'intelligence artificielle, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, c'est un peu la même chose. Donc, vous donnez des images de chameaux et dromadaires à l'ordinateur, vous lui dites, vous la notez, et on a vu que l'importance de la notation était considérable. Vous dites, ça c'est un chameau, ça c'est un dromadaire. Et le coup d'après, la machine sait reconnaître un chameau et un dromadaire, ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, avec les annotations. Et si vous donnez des milliers et des milliers d'images de chameaux et dromadaires, automatiquement, la machine sait les classer. Ben, en gros, la question est de savoir si ces techniques diagnostiques ou en imagerie, en médecine ou en imagerie, peuvent aider le médecin dans sa pratique quotidienne. Et je vais vous donner donc un exemple, non pas qui est un exemple de diagnostic, mais qui est un exemple de choses que le médecin ne voit pas. Par exemple, si vous mettez un chameau strictement de face à un radiologue, il ne pourra pas vous dire si c'est un chameau ou si c'est un dromadaire. Alors que la machine, elle pourra, parce qu'elle va regarder des choses que l'humain ne regarde pas. Elle va peut-être regarder la texture du cou, elle va peut-être regarder la longueur des pattes, elle va le regarder, en gros, ce que le médecin ne regarde pas. Eh bien, la question, c'est est-ce qu'on est capable de prédire, par exemple, des choses qu'on ne regarde pas habituellement? En gros, est-ce que la machine voit des choses que nous ne voyons pas, notamment pour prédire, par exemple, la réponse à un traitement? Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Alors, voici par exemple une image de tape scanner. Alors, le tape scanner, c'est quoi le principe? C'est donc c'est une tomographie émission de positons. Ça veut dire que vous injectez un produit très faiblement radioactif à durée de vie très courte. Dans cet exemple-là, donc le 18-FDG, c'est donc en gros c'est du glucose légèrement transformé sur lequel vous collez un isotope, le 18 fluo. Le 18 fluo. Donc, ce qui fait que quand vous injectez ce produit à un individu, comme c'est du glucose ou un équivalent du glucose, ça se fixe sur les cellules qui consomment énormément de glucose. Et qu'est-ce qui consomme énormément de glucose? Ben, le cerveau, vous le voyez sur cette image-là, les muscles, c'est pour ça que l'examen doit être fait dans des conditions de repos strictes pour pas qu'il y ait d'anomalies au niveau des muscles. Et vous voyez que dans cette image-là, il y a énormément de points noirs. Ça veut dire que les cellules cancéreuses consomment énormément de glucose et donc le radioisotope se fixe sur les cellules cancéreuses. Et vous voyez que sur ce tape scanner, il y a des localisations absolument sur de très nombreux endroits du corps. Donc la tumeur pulmonaire qui se trouve ici, l'ensemble des vertèbres qui sont donc ici en noir, et puis de multiples localisations ganglionnaires au niveau sous-diaphragmatique, au niveau du pelvis, et puis au niveau osseux, vous voyez, sur les diaphyses humérales ou fémorales. Vous voyez un exemple d'examen qui permet de diagnostiquer l'étendue de la maladie et bien sûr qui est très utile pour la prise en charge du traitement. Une des révolutions, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est quoi? C'est une façon de stimuler la réponse immunitaire d'un individu atteint de cancer. Et sur cette diapositive, vous voyez un patient qui a donc c'est une image de tape scanner qui a été reconstituée pour avoir des images en couleur. Vous voyez la tumeur pulmonaire, c'est en fait la même image que la radio pulmonaire que je vous ai montrée au tout début. Donc la tumeur pulmonaire qui fixe le 18-FDG. Et vous voyez qu'il y a des adénopathies au niveau ganglionnaire médiastinal, homolatéral du même côté, contralatéral de l'autre côté, et même au niveau axillaire de l'autre côté. Et après plusieurs semaines de traitement par nivolumab, vous voyez que la tumeur a complètement disparu, on n'a plus qu'une image cyclaire qui ne fixe plus le 18-FDG et que les adénopathies ont complètement disparu. Donc là, l'immunothérapie est une révolution en termes de traitement, sauf que un des problèmes que l'on rencontre,
Alors, juste cette image, qui est la même que tout de suite, mais cette fois-ci sous une coupe différente. Vous voyez que la tumeur se trouve ici. Vous voyez de multiples localisations au niveau médiastinal. Et vous voyez qu'après plusieurs mois de traitement, plusieurs semaines de traitement, la tumeur a complètement disparu. Il reste peut-être ici une toute petite adénopathie. Donc, vous voyez un effet absolument considérable de l'immunothérapie. Le problème, c'est que si l'immunothérapie montre une efficacité très importante dans certains cas, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que de temps en temps, au lieu d'avoir un effet antitumoral, comme vous l'avez vu, qui est remarquable, eh bien de temps en temps, ça fait le rôle inverse. Donc sur cette diapositive, vous voyez que sur ce scanner, des coupes de scanner, il apparaît une petite métastase. Le temps qu'on commence le traitement, donc 8 semaines après, vous voyez que les métastases ont légèrement augmenté en nombre. On commence un traitement d'immunothérapie et 8 semaines après, donc c'est exactement le même intervalle de temps, vous voyez que le foie montre de multiples métastases, donc le foie a doublé de volume et surtout que le nombre de métastases a complètement explosé. C'est une autre façon de le voir, c'est le taux de LDH qui en gros mesure la consommation, l'activité cellulaire. Vous voyez qu'elle était assez faible, avec des taux à peu près normaux autour de 200 à 300, pour passer à des taux de 5000. Donc ça veut dire que l'immunothérapie a fait accélérer, on appelle ça des patients qui deviennent hyper progresseurs. Et quand vous donnez une immunothérapie à quelqu'un en disant mais on va lui rendre service, on va peut-être le guérir, et bien dans un petit pourcentage de cas, c'est l'inverse qui se passe. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de le prédire? Vous voyez que par exemple, un essai thérapeutique qui regarde deux types d'immunothérapie qui sont associés, le nivolumab et l'ipilimumab, par rapport à une chimiothérapie, vous voyez qu'à 1 an, la différence de temps sans progression est considérable, parce qu'on passe de 13% à 43%, et en plus on a l'impression qu'il y a un plateau, c'est-à-dire que les patients qui ont répondu à l'immunothérapie ne vont pas reprogresser, donc c'est un progrès considérable, mais regardez bien ce qui se passe au début de la courbe, elles se croisent en fait. Et donc ça veut dire qu'au début de la courbe, vous avez des patients qui vont plus mal sous immunothérapie que par chimiothérapie. Évidemment, la question de savoir est-ce qu'on peut le prédire, et c'est la question qu'on se pose, et c'est la question qu'on a posée à l'équipe de Fanny, est-ce qu'on est capable de prédire la réponse à la chimiothérapie, qu'on ne sait pas prédire aujourd'hui par les méthodes habituelles, à partir du TEP scanner. Donc c'est ça la question, sur laquelle Fanny va pouvoir faire l'exposé. Et je voudrais ajouter deux choses qui sont très très importantes, qui ont été dites dans la matinée et sur lesquelles je voudrais réinsister. Le premier, c'est le problème des entrepôts de données. Et la deuxième chose, c'est le problème de la qualité des données. Alors, les entrepôts de données, c'est un des sujets majeurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'intelligence artificielle si on n'a pas des données de qualité dans les entrepôts qui sont faits pour ça. Donc là, j'ai simplement schématisé la façon dont on essaye à l'Institut Curie de s'organiser. Donc, on a un dossier qui est complètement numérique depuis l'année 2000, donc ça fait presque 20 ans. Toutes les données biologiques, bien sûr, sont informatisées. Les données radiologiques, depuis qu'on a des scanners des IRM. Les images d'anatomopathologie sont numérisées. Et donc, on les met dans nos entrepôts qui sont destinés à travailler avec des équipes de recherche, donc académiques, comme l'INRIA, par exemple, ou des start-up, à laquelle on essaye on confie des données anonymisées, éventuellement pseudonymisées, pour lesquelles on met en place des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, ici, on a plusieurs types d'entrepôts. Consort, qui est l'équivalent un peu d'un moteur de recherche, type Google. Biomedis, c'est une base de données relationnelle, donc c'est très utilisé par les informaticiens parce que c'est des systèmes SQL qui connaissent bien, systèmes relationnels. I2B2 Transmart, parce que, comme je vous l'ai dit, le cancer du poumon, et c'est vrai pour tous les cancers, c'est parfois des maladies très rares, donc il faut pouvoir coopérer. Donc I2B2 Transmart Shine, c'est une suite logicielle open source qui est très utilisé par énormément d'académiques. Donc, c'est aussi un des entrepôts qui nous sert à communiquer avec, par exemple, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Curie Data Resources, parce que l'Institut Curie, c'est à la fois un hôpital et un centre de recherche. Donc, il y a énormément de données qui sont fabriquées par le centre de recherche. Et donc, il faut savoir qui fait quoi sur le même prélèvement. Et Gold, c'est notre entrepôt image sur lequel, évidemment, on essaye de travailler. Deuxième problème sur lequel il faut insister, c'est le problème des données. Il n'y a pas d'intelligence artificielle si on n'a pas l'accès aux données. Alors, d'abord, les données cliniques. Il faut savoir que dans 90% des cas, ce sont des données textuelles, pas utilisables directement. Donc, il faut pouvoir transformer des données en texte libre, en données utilisables par l'intelligence artificielle. Il y a des traitements automatiques du langage sur lesquels, et là aussi, l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup. Il faut savoir aussi qu'il y a une hétérogénéité des données techniques, sémantiques. Donc, c'est une faute. Je passe très vite. Donc, interopérabilité, les données sont très hétérogènes d'un hôpital à l'autre, d'un médecin à l'autre.
En termes de données, par exemple d'imagerie, je vais y revenir, les données, elles viennent éventuellement de modalités différentes. La qualité des données est essentielle, puisque comme on en a peu, utilisables pour faire de l'intelligence artificielle, il faut absolument qu'elles soient contrôlées et de très bonne qualité, c'est un problème. La modélisation de la maladie est également quelque chose de fondamental. On ne peut pas mettre sur le même plan une donnée qui vient d'un patient qui a une maladie initiale de petite taille, éventuellement en situation de chimiothérapie adjuvante avec une maladie métastatique. Il faut modéliser la maladie. Le problème, c'est que si on la modélise de façon trop simple, ça ne correspond pas à la complexité de l'humain, alors que si on essaye de se rapprocher de la complexité de l'humain, bon, ce n'est pas toujours alimenter les bases de données. Sur l'image, je vais laisser Fanny intervenir, et je passe très vite. En fait, je ne parle pas de tous les autres problèmes qui sont essentiels, problèmes informatiques, juridiques, éthiques, économiques, du soin et de la recherche. Fanny, c'était juste une introduction. Merci Alain. Donc, le projet dans lequel vous avez dit 2 mots tout à l'heure, c'est le projet RALUCA. C'est le projet RALUCA, donc, qui implique l'Institut Curie, le laboratoire IMIGE et l'équipe projet INRIA et PION, donc dans le but de prédire la réponse au traitement à partir de l'imagerie TEP au diagnostic, donc pour les cancers pulmonaires et pour les cancers mammaires. Alors aujourd'hui, l'analyse des images médicales par le radiologue ou le médecin nucléaire est principalement qualitative, visuelle, à la recherche du nombre et de la localisation des foyers tumoraux. Donc cette analyse, elle est très opérateur dépendant. Et par exemple, dans cet exemple, je ne sais pas si vous l'avez détecté, mais 83% des radiologues à qui on a présenté cette image scanner n'ont pas détecté cette anomalie très particulière et très inhabituelle présente dans cette coupe scanner pulmonaire. Donc, partant de ce constat que les images médicales sont largement sous-exploitées par l'évaluation visuelle, un nouveau champ de recherche a émergé, la radiomique, qui a pour but d'extraire automatiquement un grand nombre d'index à partir des images médicales. Et ce champ de recherche connaît une progression exceptionnelle depuis 2012, avec le premier papier qui définissait ce terme de radiomique, avec plus de 900 publications depuis 2012, dont 43% parus pour la seule année 2018. Donc, les études portent principalement sur les imageries IRM et TDM ou scanner X, et majoritairement pour des applications en cancérologie et dans une moindre mesure en cardiologie et en neurologie. Et en cancérologie, justement, près d'un quart des résultats portent sur le cancer pulmonaire, 12% sur les tumeurs cérébrales et 10% pour les pathologies mammaires. Alors, l'objectif de la radiomique est donc d'extraire des images médicales en ensemble de métriques ou d'attributs pour former ce qu'on va appeler le radiome, et par analogie aux autres omiques qu'on utilise déjà en médecine, donc l'étude du génome, du protéome, du métabolome, pour ne citer que quelques-uns. Donc, en soins courants, actuellement, le radiome est très limité par juste la mesure de quelques index, comme par exemple le SUV max en imagerie TEP, qui correspond à la fixation maximale mesurée dans la tumeur, ou la mesure du plus grand diamètre en TDM de la lésion. Et les médecins ont à leur disposition très peu d'outils, très peu d'index pour effectuer des mesures quantitatives sur les images médicales. Donc, en recherche, on peut augmenter le nombre d'index disponibles en utilisant par exemple des attributs construits manuellement. Donc, ces attributs, ils vont caractériser la forme de la lésion, sa sphéricité, sa compacité, la distribution d'intensité dans la tumeur ou l'organisation spatiale des pixels, qu'on peut aussi appeler la texture. L'avantage de ces approches, c'est qu'on comprend très bien le calcul, parce qu'ils sont issus d'équations mathématiques connues, et vous les avez codées dans votre algorithme pour en extraire ces index. L'inconvénient, c'est que pour réaliser cette extraction de paramètres, on a besoin de segmenter la lésion, ça veut dire de contourer très précisément les bords de la tumeur pour indiquer à l'algorithme que la tumeur est cette zone d'intérêt, et c'est ici qu'il doit calculer ces index. On peut aussi compléter cette analyse par des attributs qu'on peut appeler dits profonds, en anglais c'est deep features. Donc ça correspond à l'analyse de l'image par un réseau de neurones où on extrait des couches intermédiaires de nouveaux index. Alors l'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de segmenter, on rentre à l'algorithme la coupe ou le volume en entier et on a un nombre illimité d'index disponibles.
La contrepartie, c'est que l'explicabilité est plus difficile à obtenir que dans la première approche parce que les index ne sont pas codés explicitement. Alors, dans la littérature, il y a beaucoup de résultats très prometteurs. Donc, j'ai choisi de vous en présenter 4 dans le cancer pulmonaire. Or, cette première étude, et fait écho à la présentation d'Alain, porte sur la réponse à l'immunothérapie par imagerie scanner. Donc, pour 123 patients avec un cancer pulmonaire, dont 27% ont répondu positivement au traitement. Les auteurs ont calculé 5805 index radiomiques à partir des images de scanner, à comparer avec les 2, 3, 4 index disponibles en clinique. Et les auteurs ont montré qu'ils étaient capables de prédire la réponse à l'immunothérapie avec une R sous la courbe ROC qui avoisine les 0,8. Et en plus de prédire cette réponse, ils ont montré que c'était les lésions les plus hétérogènes et les plus sphériques qui étaient de meilleurs pronostics. Donc ils ont cherché à expliquer la décision obtenue par l'algorithme. La deuxième étude porte sur la distinction entre radionécrose et progression pour des métastases cérébrales traitées après radiothérapie, donc pour 52 patients, dont 27 avaient un cancer pulmonaire. Donc les auteurs ont utilisé les images IRM et TEP et ont fait une analyse radiomique en calculant 42 index. Et ils ont montré qu'en combinant les deux types d'images, TEP et IRM, par analyse radiomique, ils étaient capables d'identifier 83% des patients comme étant soit en radionécrose, soit en progression. Donc ça, c'est très important pour le management des patients parce que si on est en radionécrose, donc c'est l'inflammation due à la radiothérapie, on attend, on n'intervient pas. Si on est en progression, on peut penser initier un nouveau traitement, par exemple. Alors, la troisième étude porte sur la signature pronostique obtenue par apprentissage profond. Et là, c'est une très grosse étude avec plus de 1000 patients avec un cancer pulmonaire. À partir des images TDM, les auteurs ont commencé par entraîner un premier réseau de neurones sur des patients traités par radiothérapie. Puis, ils ont transféré ce réseau, l'ont modifié très marginalement sur des patients traités uniquement par chirurgie. Et ils ont testé l'ordre de réseau sur 2 cohortes indépendantes. Et ils ont montré qu'ils étaient capables de prédire la survie à 2 ans avec des R sous la courbe ROC de 0,70 pour les patients traités par radiothérapie et 0,71 pour les patients traités par chirurgie, et avec de meilleurs résultats que quand on prend des modèles incluant uniquement des variables cliniques. Et la petite originalité de ce papier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'algorithme a pris telle ou telle décision, donc en utilisant des cartes d'activation, c'est-à-dire des cartes où on montre les parties de l'image qui ont le plus contribué à prendre la décision. Et ici, ça peut paraître assez surprenant, mais en fait, la zone qui a le plus contribué ici en rouge, c'est l'interface entre la lésion et le tissu sain. Donc c'est cette partie de l'image qui a permis à l'algorithme de trancher entre survie à 2 ans, oui ou non. Et la dernière étude montre que la biologie transparaît bien en imagerie médicale. Donc à partir de 348 patients, toujours avec un cancer pulmonaire, les auteurs ont étudié les images TEP et ont extrait 73 index radiomiques. Et ils ont montré qu'un certain nombre d'index, donc représentés ici avec les étoiles, sont sensibles au statut EGFR des lésions, avec des R sous la courbe ROC significatives. À l'inverse, aucun des paramètres testés n'était sensible au statut CARAS. Donc ça veut dire que certaines caractéristiques tumorales, certainement pas toutes, comme on le voit ici, peuvent se traduire à l'aide de caractéristiques radiomiques mesurées directement sur les images. Alors ces résultats sont bien sûr très encourageants, mais le titre de la présentation, c'est « Pièges et promesses ». Donc on va dire également qu'il y a beaucoup de pièges qui peuvent entacher ces résultats, et notamment le premier d'entre eux, et qui est celui qui est le plus répandu dans la littérature, c'est l'influence des protocoles d'imagerie. Aujourd'hui, on sait que les index radiomiques, donc les index mesurés sur ces images médicales, sont sensibles aux paramètres d'acquisition et de reconstruction des images. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez ici la petite lésion qui est représentée par un carré, si vous l'imagez avec des pixels de l'ordre de 0,4 mm, vous allez avoir une valeur d'énergie autour de 1,5. Si vous l'imagez avec des pixels de l'ordre de 1 mm, vous allez avoir une valeur proche de 8. Donc vous ne pouvez pas co-analyser des données
acquises en 0,4 mm et des données acquises en 1 mm. Ça a pour conséquence qu'un modèle radiomique établi sur les données provenant d'une machine n'est pas directement transposable sur les données acquises avec une autre machine, parce que vous avez une trop forte chute des performances. Or, pour corriger cet effet centre, il y a plusieurs méthodes. On peut par exemple utiliser des méthodes d'harmonisation, et on a validé celle-ci sur des données TEP et TDM, donc la méthode COMBAT, qui est utilisée initialement en génomique, et qui permet de réaligner les valeurs des index mesurées dans différentes conditions expérimentales. Donc, par exemple, ici, vous avez les mêmes lésions qui ont été imagées avec des épaisseurs de coupe de 5 mm en scanner et de 1,25 mm au scanner. Après harmonisation, vous avez un réalignement des distributions et là, vous pouvez co-analyser des données acquises différemment. Le deuxième piège, pour moi, c'est le biais dans le recrutement des patients. On sait déjà qu'un modèle construit à partir de patients américains ou asiatiques ne sera pas forcément adapté sur des populations européennes. Mais en fait, ce biais, il est peut-être bien plus local, parce qu'un modèle établi sur des patients dans un grand centre de référence à quelques rues d'ici, comme l'Institut Curie, ne sera pas forcément transposable sur des données acquises dans un centre de proche banlieue comme Avicenne, avec lequel j'ai travaillé, où vous avez un recrutement des patients qui est beaucoup plus tardif, à un stade plus avancé de la maladie au diagnostic. Et puis, comme l'a rappelé Alain, quand on mélange trop des caractéristiques tumorales différentes, des stades T, des sous-types des traitements, on peut avoir un doute sur la robustesse du modèle construit. Alors, comment faire? Ce qu'on voudrait, c'est adapter les modèles. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'un modèle qui est approuvé par les agences FDA aux États-Unis ou CE n'est pas modifiable après sa validation. Or, le souhait qu'on voudrait tous avoir, c'est d'avoir un modèle qui s'adapte au cas par cas pour chaque centre. Et là, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Et le deuxième piège pour moi, ce serait essayer de ne pas décrypter les variables d'intérêt. Alors là, je vais vous l'illustrer sur un exemple. C'est le plus gros papier de radiomique, le premier qui est sorti en 2014 et qui a été vraiment l'avènement de la recherche en radiomique. Donc, il porte sur 5 cohortes de patients, dont 3 cohortes de cancer pulmonaire en bleu et 2 cohortes de cancer ORL. Donc, les auteurs ont utilisé une première cohorte pour définir une signature radiomique prédictive composée de 4 index radiomiques. Puis les auteurs ont validé leur signature sur 2 cohortes indépendantes de cancer pulmonaire, où ils ont montré qu'ils étaient capables de séparer les patients en 2 groupes, suivant la probabilité de survie. Et puis les auteurs ont également montré que leur signature était prédictive dans les cancers ORL sur 2 autres cohortes de patients indépendantes, où ils étaient encore capables de séparer les patients en 2 groupes. Or, quand vous étudiez un peu plus en avant les 4 index qui ont servi à construire la signature, vous vous rendez compte qu'ils sont très corrélés avec le volume tumoral. Donc, par exemple, ici, il a été rapporté que les 4 index étaient corrélés à plus de 0,71. Donc, les très bonnes performances expliquées ici proviennent juste du fait que le volume, en général, est prédictif de bons pronostics, c'est-à-dire que plus vous avez une tumeur volumineuse, moins vous avez de chances de survivre, et ceci, quel que soit le type de cancer. Donc ici, c'est pas en grande partie l'hétérogénéité qui explique ces résultats, c'est juste le lien avec le volume. Et ça, c'est connu par les oncologues depuis des années. Ils n'ont pas attendu cette publication de radiomique pour le savoir. Alors, quelles sont les perspectives dans les années à venir? C'est bien sûr d'abord de mettre les outils, les codes, les modèles à disposition. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a besoin d'avoir des validations externes sur d'autres centres, mais surtout des validations indépendantes menées par des gens qui n'ont pas contribué à la première version du code ou de la signature. Et pour cela, on a également besoin de standardiser les outils utilisés. Donc pour ça, l'initiative internationale IBSI se propose d'harmoniser et de définir les index radiomiques en proposant des valeurs de référence, à la fois pour les personnes utilisant leur propre code, mais également pour les différentes plateformes logicielles qui sont disponibles pour le grand public. L'objectif, c'est que la mesure de l'entropie, par exemple, qui est un index qui est très souvent calculé dans la littérature, conduise à la même valeur que vous utilisiez votre propre code ou les plateformes en ligne. La deuxième perspective, c'est d'utiliser des méthodes statistiques spécifiques aux données en grande dimension.
Parce qu'ici, on va être de plus en plus dans le cas où on va avoir un grand nombre d'index par rapport au nombre de patients. C'est les mêmes problèmes que les autres omiques ont eu, génomiques et protéomiques, par exemple. Donc, par exemple, nous avons montré que d'utiliser des méthodes d'analyse discriminante en grande dimension conduisait à une meilleure performance que d'autres méthodes statistiques pour distinguer les lésions pulmonaires suivant 3 sous-types à partir de l'analyse radiomique d'images TDM. Et surtout, qu'en utilisant des versions parcimonieuses des algorithmes, on peut identifier des index qui sont propres à chacun des sous-types tumoraux et donc faciliter pour le clinicien l'interprétation du modèle ou essayer de commencer à sentir à quoi correspondent ces index et pourquoi l'algorithme a pris telle ou telle décision de classification. L'un des challenges sera aussi de comprendre la signification biologique de ces paramètres, notamment en faisant le lien entre l'hétérogénéité mesurée in vivo sur les images et l'hétérogénéité biologique au niveau cellulaire, mais aussi en associant les index radiomiques à la caractérisation moléculaire des lésions. Par exemple, ici, dans le cancer du poumon, il a été fait le lien entre des index radiomiques mesurés en scanner X et les voies de signalisation moléculaire. Un autre champ de recherche est d'identifier des phénotypes radiomiques spécifiques. Donc, à partir des images médicales, on extrait des index radiomiques et on regroupe les patients qui présentent des caractéristiques communes similaires. Donc ça, c'est un peu ce qui a été fait en génomique dans les années précédentes, et ça permet d'identifier des groupes de patients aux caractéristiques communes, et ça pourrait aider dans le management du patient pour suivre l'évolution des lésions et leur caractérisation. Enfin, ces modèles devront tenir compte de l'évolution des traitements, qui est permanente en oncologie, et de l'évolution des modalités d'imagerie. Une image d'il y a 10 ans, ce n'est pas la même qu'une image d'aujourd'hui, et il faut que les modèles évoluent et se mettent à jour continuellement avec ces nouvelles techniques. Et comme l'imagerie ne pourra certainement pas tout, l'avenir, c'est vraiment le multi-omique, parce que pour caractériser toute la complexité de la pathologie tumorale, il faudra y associer bien sûr des informations de l'image, mais aussi des informations biologiques et cliniques. Et ça, c'est déjà un champ de recherche. Par exemple, ici, pour prédire la survie dans les cancers pulmonaires, les auteurs ont montré qu'en combinant des informations cliniques, génomiques et radiomiques, vous conduisez à une meilleure performance pour prédire cette survie que quand vous prenez chaque information séparément. Et enfin, pour finir, dans toutes ces perspectives, que fait-on des approches boîte noire? Est-ce que parce qu'on ne comprend pas la décision prise par l'algorithme, parce qu'on ne comprend pas le cheminement du raisonnement, est-ce qu'on doit mettre ces approches boîte noire de côté? Alors déjà, ça dépend beaucoup de la tâche qu'on demande à l'algorithme. Si par exemple, c'est pour segmenter les lésions, comme ici avec la segmentation en scanner à partir d'un réseau UNET, qui cherche à reproduire une segmentation manuelle, on voit ici que l'algorithme trouve très bien une très bonne concordance entre la segmentation manuelle, la vérité terrain, et la segmentation automatique proposée. Et ici, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi l'algorithme a segmenté de telle ou telle façon. Il a juste appris à reproduire. Donc là, la boîte noire n'est vraiment pas un problème dans ce contexte. Et puis dans d'autres cas, la boîte noire, elle peut peut-être même nous permettre de faire progresser la science. Donc, par exemple, dans ce premier algorithme d'intelligence artificielle approuvé par la FDA, son objectif premier est de détecter à partir des images de rétine la rétinopathie diabétique. Mais les chercheurs ont montré qu'à partir des images de rétine, ils pouvaient aussi mesurer le risque cardiovasculaire, l'âge et le genre. Or, il n'avait jamais été démontré qu'à partir des images de rétine, on avait des différences entre les hommes et les femmes. Et donc, cette nouvelle hypothèse de travail, qui est issue de cet algorithme boîte noire, va faire l'objet de futures investigations et donc va permettre de faire progresser la recherche, même si on n'a pas forcément compris pourquoi l'algorithme a séparé ces deux populations. Voilà, je vous remercie pour votre attention.